te fais venir. Voyons que je t'aime. Voilà. Ça me va, Christian. Ça Oui, me ça va. me va. Et oui. C'est un plaisir ce moment-là. Bon, bonjour. Oui. C'est toujours celui-là, les âgés ou les personnes. Non, je veux dire bien autre chose. Non, mais je vais vous dire, Christian, il m'a dit, on fait un truc sur les vieux et le numérique, il faut que tu interviennes. Donc j'ai dit oui. Et puis j'ai pas donné de titre, et puis j'ai laissé couler. Puis il m'a dit un jour, je t'ai mis ce titre-là. J'ai dit, je me débrouille, c'est pas le problème, mais c'est pas mon titre. Non, moi je vais revenir là. Bon, j'ai pas de papier, donc je vous raconte ce qui me passe par la tête. Je vais revenir sur cette question du numérique. Parce que ça, je reviendrai après sur la notion de personne âgée. La personne âgée, ça veut rien dire. Nous sommes tous des personnes âgées. Et on verra que dans le numérique, s'il y a une fracture éventuellement, c'est une fracture générationnelle et pas une fracture des âges. Il ne faut quand même pas raconter de conneries là-dessus. Bon, donc je vous donnerai un certain nombre de documents. Non, mais tout à l'heure, je me suis rappelé que j'avais été ingénieur dans une vie antérieure et je me suis dit, mais finalement, quelle est la définition du numérique? Et le numérique, il s'oppose à l'analogique. L'analogique, si vous voulez, quand on va coder les choses, l'analogique, il y a une codation continue. Entre l'élément qu'on veut coder et sa représentation, il y a un spectre continu. Alors que dans le binaire, on est sur 0 et 1. 0, autant pour moi, 0 ou 1. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment le numérique est d'une réduction pas possible par rapport à l'humain, puisqu'il nous oblige à rentrer dans les cas 0 ou 1. Et aujourd'hui, ce qui me passionne assez, puisque j'ai été beaucoup passionné par la mécanique quantique, si vous savez qu'en mécanique quantique, on est sur ce qu'on appelle des états superposés, ça veut dire que les éléments sont 0 et 1 en même temps. En même temps, c'est ce qu'on appelle la cohérence. Je rappelle que c'est très intéressant, le monde de la mécanique appelle ça la cohérence. Les éléments sont sur plusieurs états superposés et c'est uniquement quand on les mesure qu'on les oblige à choisir un état, ce que les physiciens appellent la décohérence et non pas l'incohérence. Ça veut dire que si vous pensez 0 et 1 en même temps, vous êtes cohérent. Alors que le numérique va vous obliger à être 0 ou 1. Et rien que ça, moi, ça me paraît redoutable. Et derrière le numérique, il y a bien sûr la robotique, mais il y a, et je vous en parlerai parce qu'on travaille beaucoup, alors bon, je vous dirai un peu ma carrière que je dois à Christian, il y a toute l'intelligence artificielle. Parce que tous les algorithmes, ils fonctionnent sur 0 ou 1. Ils fonctionnent sur du binaire. Ça veut dire que c'est une caricature de tout le spectre humain, de toutes les possibilités. Et tout à l'heure, puisque Sophie était à côté de moi et qu'elle est gériatre, on connaît ça, nous, depuis très longtemps dans le monde des vieux, c'est l'outil Agir. L'outil Agir, autonomie, gérontologie, prise de ressources, au lieu d'avoir tout le spectre des incapacités possibles, depuis les gens qui vont très bien jusqu'aux gens qui vont très mal, il y a un énergumène que j'aime beaucoup mais qui est épouvantable, qui s'appelle Jean-Marie Vettel, qui a créé un outil Agir en disant « dans un spectre continu, je vais faire du discontinu ». Et tu auras 6 gyres, tu auras les gyres 1, les gyres 2, les gyres 3, les gyres 4, les gyres 5. Ça veut dire, j'expliquais à mes étudiants en ligne la semaine dernière, qu'on a transformé un espace continu qui a raison de l'être dans une discontinuité qu'on a complètement créée et qui ne correspond pas à l'humain. Voilà. Et l'outil Agir, nous, on le subit depuis 20 ans. Et c'est redoutable. Parce que quand tu as des gens qui sont en GIR 2, peut-être qu'éventuellement ils sont en GIR 3, même en GIR 1, et puis ça dépend si tu codes un B ou un C, et tu fais passer de GIR 2 à GIR 5. Alors, je regarde Alain, parce que Alain aussi gériatre, et il connaît ma diatribe sur Agir. Et donc, voyez comment le numérique... Alors, on peut discuter, hein. On connaît l'utilité d'Agir. Ce n'est pas du tout une utilité pour faire un plan d'aide pour les gens, c'est un outil de régulation des dépenses publiques. Soyons clairs là-dessus. Et en fonction, en tant que... Alors, je vous regarde, je pense, moi j'ai beaucoup travaillé avec Tilquin et avec le Québec il y a 30 ans, quand vous étiez sur Plaisir et sur tous les outils qu'a sorti Tilquin, on voit bien qu'un outil numérique, il y a des gens à qui il sert, mais est-ce que le numérique n'est pas un outil de domination? Voilà ma question de sociologue. Le numérique, pour tout le monde, c'est un outil de domination. Enfin, ça peut être un outil de domination. Alors, j'ai donc première diatribe sur le numérique. La deuxième chose, c'est que je suis tombé sur un document des Petits Frères des Pauvres que je connais bien. J'y ai passé une partie de ma vie il y a très très longtemps. Et les Petits Frères ont sorti un document très récent qui s'appelle l'exclusion numérique des personnes âgées. Alors, ils vont encourir le même reproche que je dis. Moi, les personnes âgées, ça n'a pas de sens. La personne âgée, ça n'a pas de sens. À moins qu'on m'explique pourquoi on commence... Alors bon, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Hein. Moi, j'ai écrit ça il y a des années. À quel âge est ton vieux ? À quel âge est ton vieux? Quand je demande à mon petit-neveu de 6 ans à quel âge on est vieux, il me répond 10 ans parce que c'est l'âge de sa sœur aînée. C'est complètement logique. C'est complètement logique.
On est toujours le jeune de quelqu'un et le vieux de quelqu'un. Il y en a ras-le-bol. Et le senior, je rappelle que senior, c'est un comparatif latin. On est plus vieux que celui qui a 1 an de moins. Mais les seniors, c'est une connerie somptueuse, vraiment somptueuse. Je rappelle que le mot senior est venu en 1975 avec le senior marketing. Parce qu'on s'est aperçu que finalement, les gens qui avaient un peu de sous, ce n'étaient pas forcément les plus jeunes, c'était les gens entre 2 âges. Voilà. Donc, le document des petits frères, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont commencé à 60 ans. Je vais vous dire les 5 principaux enseignements de cette étude, parce qu'à la fois ils sont intéressants et on peut travailler dessus. Donc, premier enseignement, plus d'un quart des personnes de 60 ans et plus sont en situation d'exclusion numérique. Pourquoi parle-t-on d'exclusion pour les gens qui ne sont pas sur le numérique ? Ça veut dire que la norme est le numérique ? Je suis désolé, il y a des gens qui, en toute connaissance de cause, et on le verra dans l'étude, refusent le numérique. Moi, je suis désolé, je n'interviendrai jamais en colloque sur PowerPoint. Et je me suis fait des ennemis dans les formateurs l'autre jour, j'étais je ne sais pas où à Angers, j'ai dit aux étudiants, vous devez revendiquer avec la dernière énergie de ne pas être obligé de présenter vos travaux sur PowerPoint parce que certains ne s'y prêtent pas du tout. J'ai bien sûr été applaudi par les étudiants et bien sûr j'ai mis les formateurs en difficulté. Je ne vois pas pourquoi. Moi ma façon de faire, mon discours ne se prête absolument pas à être mis en PowerPoint. Or, dans les universités, aujourd'hui, on oblige les gens à présenter sur PowerPoint. Si ce n'est pas de la dictature numérique, qu'est-ce que c'est ? Je suis désolé. Bon, je suis violent, mais Christian, il sait. Mais avec Christian, on se connaît suffisamment pour qu'il me pardonne beaucoup de choses, puisqu'il m'aime. Bon, voilà. Et oui, tout à fait. Et les petits frères continuent, une exclusion qui touche particulièrement les plus de 80 ans et les personnes les plus précaires. Alors, je vais juste faire un aparté parce que j'ai fait la semaine dernière un topo sur la précarité et j'ai dit quand même que je trouvais absolument fou que précaire, précarius, obtenu par la prière, qui est par définition quelque chose de passager et qui va s'arrêter, soit devenu une situation stable. Je vous laisse réfléchir. C'est complètement fou. Voilà. Non, mais comment les mots sont déformés. On parle de précarité énergétique, de logement, de santé. Je rappelle que précaire, c'est ce qui est obtenu par la prière et qui donc peut nous être repris. Et par définition, c'est une situation passagère. Pourquoi en a-t-on fait une situation stable ? Voilà. Bon. Non, mais tout à fait. La crise, c'est le moment du choix. Crisis en grec, c'est le moment du choix. C'est à la fois danger et opportunité. Vous le savez très bien. Alors, j'aime bien ces trucs de plus de 80 ans parce que, en pensant donc à ce que j'allais vous dire, je me suis souvenu d'une connerie somptueuse qui avait été racontée par un candidat à la mairie de Paris, je ne voterai pas pour lui, puisque je suis parisien, c'est le secrétaire d'État au numérique. Le mec de 45 ans, j'ai ma source, France Inter, le 13 avril 2018. Qu'est-ce qu'il dit, ce secrétaire ? Il dit, de toute façon, les plus de 80 ans, ils ne comprennent rien à l'informatique. Comme ça, Bon, voilà. Comme s'il n'y avait pas des mecs qui avaient été ingénieurs ou des femmes qui ont été... Mais comment peut-on dire ? Et il continue, et il dit, les 60 et 80, on va essayer de leur apprendre. Quel mépris ! Mais quel mépris ! Et comment, quand tu es secrétaire d'État au numérique, peux-tu dire ce genre de conneries ? Donc vous pouvez podcaster, vous chercherez, c'est France Inter. Moi, quand c'est comme ça, j'ai toujours un post-it pour prendre des notes, parce que dès qu'un homme politique ou une femme politique ouvre la bouche, vous êtes sûr qu'il va dire un certain nombre de conneries. Donc vous risquez rien d'avoir un bloc-notes avec vous. Voilà, j'en entends tous les jours, tous les matins. Non, mais sur l'âge. Donc, j'ai assassiné le numérique, ok. Je continue. Quel que soit l'âge, quand on est internaute, on utilise régulièrement le numérique. Ça ne nous apprend pas grand-chose. Alors, ça, c'est très intéressant. Le numérique est vecteur de lien social pour 2 tiers des internautes de 60 ans et plus. Voyez la connerie de faire des études uniquement à partir d'une barrière d'âge. À mon avis, c'est la même chose pour tout le monde. Pour autant qu'on s'entende sur ce que c'est qu'un vecteur de lien social. Est-ce que quand on est derrière ses mails, est-ce que quand on est derrière Twitter et Facebook sur lesquels je ne suis pas, est-ce qu'on est en lien avec les gens ? La réponse, elle est problématique. Et je vous renvoie à un livre d'une Américaine qui a été citée par Le Monde, je crois il y a 15 jours, une Américaine qui s'appelle Sherry Turkle, qui est, je crois, une anthropologue qui a écrit un super bouquin qui s'appelle « Seuls ensemble ». Je vous conseille ce bouquin où je crois qu'elle est psycho ou anthropologue. Elle a montré comment justement le numérique peut-être créer des liens, mais créer tout autant de l'isolement.
et quel lien crée le numérique. Vous voyez, la question que je me pose comme sociologue, c'est quel lien détruit le numérique et quel lien rétablit le numérique? Est-ce que ces liens sont à égalité? Je n'ai pas la réponse, mais je crois qu'on aurait intérêt à s'interroger là-dessus. Voilà. La troisième chose, c'est que, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, internaute ou pas, les démarches en ligne posent problème. Si je comprends bien, c'est que quand même, tu es un peu rompu devant ta bécane. Moi, j'avais un ingénieur informaticien, j'avais un informaticien dans mon boulot. Et régulièrement, quand je me plantais, je lui demandais de venir me voir. Et il me disait, bah, écoute Bernard, j'y comprends rien. Ce qui me rassurait beaucoup parce qu'il avait 25 ans. Donc, internaute ou pas, vous êtes tous comme moi. À un moment donné, votre bécane se met à faire n'importe quoi. Et je défie quiconque de savoir ce qu'elle est en train de faire. Vous savez, dans l'intelligence artificielle, c'est ça le problème. Je vous livre le dernier bouquin que j'ai lu, je vous le conseille. C'est un philosophe qui s'appelle Alexis Greenbaum, G-R-I-N-B-A-U-M. Il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle « Les robots et le mal ». Et méfiez-vous du titre. Il dit que les robots ont une apparence satanique parce qu'ils sembleraient connaître des choses que nous ne connaissons pas. C'est très intéressant parce qu'il fait référence à la Bible. Et il essaie de détruire ce satanisme, mais il est quand même obligé de dire qu'à un moment donné, dans la programmation, le programmeur ne sait plus ce que fait son robot. Il ne sait plus. Voilà. C'est quand même très intéressant. À partir du moment où vous avez fait le programme et vous avez construit ce qu'on appelle les deep learning, ça veut dire les robots apprenant profondément, et bien à un moment donné, le robot, il vit sa vie et le programmeur, il ne sait plus du tout ce qui se passe. Quand vous voyez que c'est quand même ces algorithmes qui sont censés nous dire demain comment on doit se conduire, ça pose quelques petits problèmes. Alors, puisqu'on est là-dessus, je vous renvoie sur un autre philosophe, Marc Sadin, qui est aujourd'hui très à la mode. Alors, très anti, moi je suis anti-agir primaire, comme dit Vettel. Lui, il est anti-algorithme primaire. Marc Sadin, l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. C'est un bouquin qui a environ 6 mois. C'est quand même très intéressant. De plus en plus, il dit notre vie, elle est déjà dictée par des algorithmes. Nos portables, nos ordinateurs, quand vous allez sur Google, vous avez déjà un algorithme qui fait arriver en premier. Quand vous mettez un mot, ce n'est pas n'importe quel mot qui arrive en premier. Vous savez très bien qu'il y a toute une chaîne qui permet qu'il y a des sites qui n'apparaîtront jamais et il y a des sites qui vont apparaître en permanence. Donc, lisez Marc Sadin. Je trouve que dans son outrance, d'abord elle me correspond bien, on se retrouve entre gens déjantés. J'aime bien ce que dit Sadin, l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. Voilà. Comme d'habitude, vous aurez plein de choses à lire. Je regarde où on est parti avec le chrono, 12 minutes 36. Bon, 20-25 minutes, ça doit me suffire, j'aurais dit assez de bêtises entre-temps. Je vais quand même revenir. Alors, la dernière chose, Sadin, S-A-D-I-N, Marc Sadin. Vous avez ça sur Amazon tout de suite. Et l'autre, Alexis Greenbaum, je le fais exprès, c'est la provoque. Greenbaum, G-R-I-N-B-A-U-M. Voilà. C'est le monde des livres. Les robots et le mal. C'est Sherry Turkle. Sherry Turkle, T-U-R-C-K-L-E. Sherry Turkle. Voilà. Et elle avait toute une grande page dans Le Monde il y a 15 jours ou 3 semaines pour ceux qui lisent ce charmant journal qui est hors de prix. Je discutais avec ma journaliste l'autre jour. Dans ma Nièvre natale, le journal du centre vaut 1,10 €. Le Monde vaut 2,80 €. Cherchez pourquoi. Moi, ça me rend fou des trucs comme ça. Et du coup, j'ai décidé de ne plus acheter Le Monde du samedi où on te fait payer en plus pour un torchon qui s'appelle Le Monde 2, qui est hyper branché. On te fait payer obligatoirement 1,40 €, 1,50 €. Donc, j'ai boycotté ce monde-là. Alors, enseignement numéro 5. C'est très intéressant ça. Au-delà du manque de maîtrise, c'est le manque d'intérêt qui est le frein majeur pour les 60 ans et plus qui n'utilisent pas Internet. Au-delà du manque de maîtrise, le manque d'intérêt. Pourquoi faudrait-il qu'on soit tous passionnés par le numérique ? Eric, autant pour moi. Oui, heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là, Alain. Mais Alain, ça fait longtemps qu'il me surveille. Eric Sadin, tu as raison. Pourquoi Marc ? Je ne sais pas, je chercherai. J'en parlerai à mon psychanalyste. Pourquoi ? J'ai pas de marque. Peut-être simplement c'est une marque MARQUE à laquelle j'ai pensé. Voilà. Bon. Donc, voilà. Alors, oui, j'avais pas de post-it.
Alors, la deuxième chose que j'ai trouvée intéressante, c'est, donc toujours dans ce truc des petits frères, l'exclusion numérique des personnes âgées en Europe. Donc, exclusion numérique, vous voyez, hein, on est parti. Si tu n'es pas un peu branché, tu es out. Bon. Donc, enquête européenne, 85% en 2016, 85% des ménages européens avaient accès à Internet depuis leur domicile. 85%. Donc, 15% n'y avaient pas accès. Mais moi, ce qui m'intéresse, les différences ont révélé l'existence de fractures numériques entre les générations et pas entre les âges. Est-ce qu'on peut entendre ça? Demain, les gens de 85-90 ans qui sont tombés dans la marmite avec une tablette à 2 ou 3 ans, je ne sais pas si c'est la bonne chose, il n'y aura plus. Donc on est bien sur un phénomène de génération et pas sur un phénomène d'âge. Donc je suis désolé pour toi Christian, mais de noter la personne âgée et le numérique, pour moi c'est un contresens. Je dirais en latin un barbarisme. Voilà, je me permets. Les différences... Alors, écoutez-moi, 96% des personnes âgées de 16 à 24 ans étaient des utilisateurs réguliers, on est en Europe, contre 57% des 55-74 ans. Donc, si vous lisez un peu rapidement, vous accréditez la thèse que c'est l'âge qui est le facteur de différenciation. Sauf que je vais vous montrer que l'âge est ce qu'on appelle en sociologie une variable écran. Ça veut dire qu'une variable écran, ça masque d'autres variables qu'on n'a pas envie de voir ou qu'on n'a pas mis. C'est assez classique, hein. Mais, et la phrase suivante est géniale, les personnes ayant un niveau de scolarité plus élevé étaient presque toutes, 96% des utilisateurs réguliers d'Internet, tandis que moins de 60% des personnes ayant un niveau de scolarité inférieur ont utilisé régulièrement Internet. Donc vous voyez comment l'âge vole en éclats, la variable écran, première variable, le niveau d'éducation et le niveau de scolarité. Ce que tout le monde sait. Mais encore faut-il le rappeler. Et derrière ce niveau d'éducation, vous avez bien sûr l'appartenance de classe sociale. Alors, j'ai entendu ce que tu disais tout à l'heure, que le diplôme protégeait de moins en moins. Moi, quand je regarde, quand même, j'enseigne beaucoup en Master 2 encore, hein, mais Master 2, grosso modo, et c'est ce que disait Le Monde il n'y a pas longtemps de l'université, dans les 3 ans, un Master 2, il a trouvé un boulot. Bon. Alors, ça dépend si tu as fait un master scientifique ou un master de sciences humaines. Et puis, les prix ne sont pas les mêmes. Mais globalement, au bout de 3 ans, ils sont tous casés. Ce qui fait que quand même, aujourd'hui, le niveau 1, hein, quand même protège encore relativement. Voilà. Au moins à l'entrée au travail. Au moins à l'entrée. Non, mais j'ai bien entendu que tu étais très précis et je t'ai écouté. Voilà. Donc, niveau de scolarité, donc on commence à démolir l'âge. Niveau de scolarité. Derrière, bien sûr, le niveau de classe sociale, puisque vous savez que le niveau de scolarité va quand même donner grosso modo des gens qui vont avoir les codes sociaux, ça veut dire qu'ils vont avoir les revenus, qui vont être capables de comprendre la santé, qui vont être capables de comprendre ce qu'on leur dit. Troisième niveau qu'on oublie quand même aujourd'hui aussi, l'intérêt différent, c'est la notion de genre. Moi, quand on parle de la personne âgée, on fait comme s'il n'y avait plus des hommes et des femmes. C'est quand même un petit peu embêtant. Je crois que si on est là dans l'humanité, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes et qu'il n'y a pas un genre unique. Donc, on voit bien, je n'ai pas fait d'études là-dessus, je ne les connais pas, mais je pense que l'utilisation d'Internet, enfin moi je vois chez moi comment ma compagne se sert d'Internet et je vois comment je m'en sers. Hein, au niveau de mon couple, on voit très bien qu'on a des usages complètement différents, complémentaires, mais complètement différents. Et que Thérèse va chercher plein de trucs qui ne me viendraient pas à l'idée, pour les locations de vacances, pour des tas de trucs. Mais non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on peut différencier l'âge avec le genre? Bon. Troisième chose aujourd'hui, les territoires. Pour la bonne raison que d'abord les territoires, il y a des problèmes de couverture. N'oublions pas en France qu'il y a des zones blanches. Il suffit pas d'être très loin. Hein. Moi, alors je suis très content parce qu'à côté de la Charité-sur-Loire, la France profonde, ils viennent de passer la fibre devant chez moi. En foutant un bordel pas possible d'ailleurs parce qu'ils ont du tout cassé. J'y étais, ils ont passé la fibre. Voilà. Donc la fibre dans mon immeuble parisien là depuis quelques temps, on va voir la fibre dans la France profonde parce qu'entre la Charité et Bourges, c'est quand même pas, c'est quand même un peu en train de se désertifier. On aura la fibre même si on n'a plus de médecins. Alors vous savez très bien que comme on aura toutes les consultations médicales par Internet, il faut peut-être mieux avoir une fibre que des médecins. J'ai entendu tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce qui était dit sur vous savez quand vous ouvrez le site de la SNCF pour prendre vos billets aujourd'hui, on vous demande si vous voulez converser avec un robot. Voilà. Non mais on marche sur la tête. Donc les territoires, premièrement pour une raison de couverture, et puis pour des raisons de sociabilité.
Je veux dire, dans les petits villages, les gens, ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir Internet pour se rencontrer. Parce que quand même, ils se voient, ils ont d'autres types de sociabilité. Donc vous voyez, on ne peut pas parler de la personne âgée sans parler du genre, du niveau d'éducation, du niveau de classe sociale et du niveau de territoire. Et, dernière chose, la philosophie des gens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à foutre d'aller sur Internet. Dans toutes les générations. Dans toutes les générations. C'est une question de philosophie, c'est une question de voir la vie. Hein, on va revenir sur les phénomènes. On travaille beaucoup sur les phénomènes d'isolement et de solitude. On dit les gens de 75 ans et plus, ils sont plus isolés. Est-ce qu'ils sont vraiment plus seuls ? Est-ce qu'ils sont vraiment plus seuls ? Est-ce que cet isolement, il est subi ou est-ce qu'il est choisi ? Vous voyez toutes les questions qui s'opposent en permanence. Et si j'en crois les enquêtes de la Fondation de France, qu'elle fait tous les ans, et le numérique est en cause, là où la solitude progresse le plus, c'est chez les 30-40 ans. C'est les enquêtes de la Fondation de France. En valeur absolue, l'isolement est plus fort chez les 75 ans, parce que beaucoup ont perdu leur conjoint et leur conjointe, que les enfants sont loin, mais en matière de montée de la solitude, ça veut dire du sentiment qu'on a d'être seul, la montée est beaucoup plus importante autour aujourd'hui des 30-40 ans. Et notamment, tout le monde sait que les réseaux sociaux sont éventuellement pour certains, je dis bien pour certains, une occasion de rupture de liens plus que de fabrique de liens. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai quand même déjà dit pas mal de bêtises. On est à 21 minutes. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Donc, je le dis toujours depuis très longtemps, la personne âgée, ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas. En France, on est personne âgée à 60 ans pour l'INSEE. C'est une monstruosité. C'est une monstruosité. Mais si on prend personnes âgées, vous avez 17 millions de personnes de 60 ans et plus, qui sont toutes dans des parcours de vie différents. Donc, quoi qu'on prenne, et bon, je vais citer Bourdieu, hein, je ne peux pas éviter de citer Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot. Hein, la jeunesse n'est qu'un mot, il a mis jeunesse entre guillemets, vous mettez vieillesse, ça marche très bien. C'est Questions de sociologie, édition de minuit 1984, et ça doit être grosso modo à la page 146, ou peu s'en faut. Mais non, mais forcément, je le sais par cœur parce que je la cite en permanence. L'âge est une donnée biologique socialement manipulée et manipulable. C'est une phrase magnifique. L'âge est une donnée biologique socialement manipulée et manipulable. Donc, quel que soit le phénomène qu'on regarde, et je pense on peut regarder effectivement le numérique avec l'avance en âge, avec le phénomène des générations, mais pas avec la personne âgée. Parce que effectivement, dans les personnes âgées, vous avez aujourd'hui 2, 3, 4 générations. Entre les gens qui ont 65 ans aujourd'hui, 60 ans, ceux qui ont 70 ans, moi j'en ai 74, ceux qui en ont 80, ceux qui en ont 90 et ceux qui en ont 100, vous avez aujourd'hui une génération, ce n'est pas 25 ans, notamment sur le numérique, une génération c'est 10 ans. Même pas 10 ans, une génération du numérique aujourd'hui c'est 5 ans. Votre ordinateur, s'il a plus de 5 ans, il est obsolète. Donc vous voyez bien que là aussi, le numérique est en train de complètement renverser la notion de génération si on la regarde de ce point de vue-là. Et je vous dis, mon jeune informaticien, qui était sorti de son BTS 5 ans avant, il me disait, mais c'est très simple Bernard, moi, je n'y comprends plus rien. Je n'y comprends plus rien. Et j'ai un gendre qui est un geek, pas possible. Hein, c'est bien pratique pour les vieux. Hein, c'est bien. Moi, j'ai ma petite fille chez moi actuellement, de 19 ans. Ouais, c'est vachement pratique. Parce que sur les trucs sur lesquels j'ai pas envie de m'emmerder, je lui dis, Cécile, comment on fait ça, hein, si je lui demande. Mais c'est pareil. Est-ce qu'on a besoin de tout savoir ? Si on est tous des champions du numérique, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin des autres ? La dépendance, comme aurait dit mon prof de socio Albert Memmi, la dépendance, c'est qu'heureusement que les autres, ils ont des compétences qu'on n'a pas. Sinon, je ne vois pas pourquoi on s'embarrasserait avec eux. Mais non, mais c'est quand même une vraie question. C'est une vraie question de société. Si on est compétent en droit, si on est compétent en finance, on n'a pas besoin des avocats, on n'a pas besoin des notaires, on n'a pas besoin des gens qui nous piquent notre argent pour le placer n'importe comment. On est d'accord. Mais voyez bien que le numérique, jusqu'où, c'est ma question, jusqu'où faut-il se laisser contaminer pour ne pas être trop out, mais jusqu'où faut-il aussi se défendre ? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, moi je suis très inquiet, je ne suis pas le seul, hein, je suis très inquiet de ce qu'on nous promet, où les robots, enfin, je vous ai épargné ça, mais c'est aussi pour Sophie. Il y avait un article dans La Croix il y a à peu près 15 jours sur les robots en EHPAD. Bon, moi je suis interviewé par La Croix, monsieur, qu'est-ce que vous possédez des robots en EHPAD ? Je ne vais pas vous répondre à votre question, qu'est-ce que vous voulez faire des robots en EHPAD ?
Si c'est effectivement pour rompre l'isolement et la solitude, c'est 0. Il faut mettre des gens. Par contre, il y a peut-être des tâches sur lesquelles les robots seront utiles, pour autant qu'ils libèrent du temps au personnel et qu'on n'en profite pas pour virer le personnel. Parce que c'est quand même ça la question. Est-ce que le robot va être complémentaire, et à ce moment-là, ça peut être intelligent, ou bien est-ce que le robot va être substitutif, et quand je vois que c'est chez Corian que ça se met en place, j'ai quand même quelques inquiétudes. Voilà, je vous laisserai sur ce coup de patte à Corian. Merci beaucoup.